C'est vrai que chez la femme enceinte, il est recommandé de faire des chimie des urites à répétition pour dépister la toxémie gravite. Mais la présence d'une glucosurie chez la femme enceinte, elle est quelque part physiologique. Donc ne paniquez pas si vous trouvez une glucosurie chez une femme enceinte. Il faut comparer par rapport à la glycémie et, si nécessaire, orienter la patiente. Donc, l'hémoglobinité, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle doit être supérieure à 7,8 pour projet le diagnostic du diabète gestationnel. Maintenant, quand et comment dépister? Donc, on a dépisté au premier trimestre. Maintenant, entre 24 et 28 semaines, en présence d'un facteur de risque, si la glycémie agent était normale lors du premier trimestre, ça veut dire inférieur à 0,92, ou si le dosage n'a pas été fait au premier trimestre. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire quoi? Et ça, je parle en connaissance de cause. J'ai eu des consultations des femmes, dans la consultation des cadres, des femmes cadres, qui accouchent avec, je ne sais pas, en 2 ans, elle fait 3 enfants. Et quand on lui dit pourquoi, elle dit ça, je sais qu'elle m'a pas, elle m'a dit, même les tarifs, elle fait des enfants, ouais, pourquoi? Parce qu'elle se dit, bon, je vais arriver à l'âge de la ménopause, où je vais peut-être pas enfanter dans quelques années, donc je les fais successivement. Voilà. Et là, on a des problèmes. Donc, on a aussi la disponibilité des services de santé et intensité de programmes de planning familial. C'est-à-dire qu'on doit revoir avec l'administration d'essayer de mettre un peu de PMI un peu partout, avec des sages-femmes. Parce que, croyez-moi, il y a des centres de PMI, je ne trouve pas de sages-femmes, je trouve des infirmières. C'est vrai qu'elles font leur travail, c'est un petit peu mais elle ne peut pas s'inspirer, elle ne peut pas conseiller une femme, elle ne peut pas faire un frottis. Vous voyez? Donc elle ne peut pas conseiller une femme. نسيتها فوق 12 ساعة وفوق 3 سوايع في المشروع الجستاتي. هنا وي كاين ريسك بس لازم تسقسيها. الباطا هاتي ما تعرفش منها ولا واش من حبه نسيتي واش من جي كومبيان دو سيكل ما تعرفش هات الباطا نشوف واش من حبه قاتلها ولا قلتلها شربت نعرف شنو الفاز نلقاها في ديك الجور الاولين لا فاز الاولى تاع لاسبياسيون يبقى ريسك وشربي الحبه اللي نسيتيها والحبه الاخرى كيما كنتي تكون وحده نسيت تقلب 12 ساعه كون نسيتها في الدوزيام فاز نهار البيت ديال الدوزيام اوزيام لا الريسك شوفي مدام شربي الحبه اللي نسيتيها الحبه الاخرى تاع هذا النهار pas de rapport utiliser des moyens préservatifs et tout ديري لي لا بيريود دو لوندومان فهمها واش تشرب كيف كنتي تشربي فيها دي طال شربي لي 6 كيف ثلاثه من بعدها اسكو تقول لك نطيش مال الباطا ما بقى فيها والو ما طيشيهاش كمليها تقول طيشيها تزيد لك السيك تاع الشهر الجاي كمليها نورمال بس الشهر الجاي تشري باطا جديده وديها جي ادو سيكل باسكو راحت الشهر الاخر الكور تاعك ما يعرفش هاد لا بيريود هادي راح تفريزيها بوغ لا بروميير فوا الاخرى نسيتها في التروازيام فاز نسيتها جي 20 جي 21 هنا بالي ما تخافيش هكا صوف لا فاطمه عندها سيكل اكلو خاف باسكو لوفيلاسيون قادره تصرى جي 20 جي 21 هنا شربي واش نسيتي شربي الحبه تاع هذاك النهار سي لي مويان ميكانيك اللي تيتيليزي نعطيك لا بيريود دو لوندومان باش طيشيها ما بقاش منها عطاو فيها 2 حبات طيشيها جي دو سيكل بروشان جي ان دو سيكل تشربي واش لازم جيسبر كو سي كلير J'espère que c'est clair. Voilà, je passe, on termine presque. ما عمليش الوقت خلاص تعطيني حق الكيف تعطيني هذا 5 دقائق زايدة 5 زيداني ندي 5 دقائق زايدة. D'accord, là ça fait bon. Donc, كما كانت تقول لا ساج-فام, donc la contraception c'est un choix. Donc لازم تكون كاينة relation بين الميدسان prescripteur ومش médecin, prescripteur l'utilisateur. C'est le bercy. Merci. Bienvenue madame. تعرفي عليها سي الكونفيونس. دوزيامون اونتروتيان ليكوت سمعيها تعرفي واش لي فوسفيمر اللي هزه واش تعرف لي تيب دو كونتراسيبسيون
le diagnostic éducatif تعرف عليها كلش ce qu'elle a c'est-à-dire les antécédents تاعها ce qu'elle fait profession les conditions économiques ما تبديش contraception اللي تشريها مليون ما عندهاش اللي تشريها هنا ce qu'elle sait les rumeurs entre les deux وتتفاهموا على type de contraception تاعها ce qu'elle a envie c'est un choix بعد ce qu'elle choisit ها دارت راحتها وحدت خيرت لا contraception رجعت لي انا بان نعطيها type de contraception ما نعطيهاش كيما صاحبتها ولا جارتها bien sûr هنا دخل لي كونسيليون فهمها كي ندير لا بريسكريبسيون ولا ندير ديون نشوفوا لا سيرفيونس نتاعي كيما نشوفوا ليكسبيراسيون لو روتور كي ترجع لي راح ندير لوردونس نتاعي ونفهمها في لا ديفيرون تيب دو كونتراسيبسيون جو بونس الوقت خلاص باه نكمل لا كونتراسيبسيون en fonction des pathologies à la prochaine inchallah relancer selon les nouvelles recommandations le dépistage du cancer colorectal. Et vous allez connaître un petit peu que les sages-femmes ils ont un rôle très très important pour faire redémarrer le dépistage du cancer selon les nouvelles recommandations. Donc la présentation va comporter deux étapes. Je peux dire deux petites présentations. La première c'est de parler simplement sur l'épidémiologie des facteurs de risque du dépistage du cancer de l'utérus ici en Algérie. Et la deuxième partie qui va être présentée par le professeur Khachouch, c'est la peur du génotypage des papillomavirus. Vous allez voir que le dépistage du col, ça devient de plus en plus facile. Et vous allez voir un petit peu comment il est devenu facile. Et c'est pourquoi il faut l'entamer le plus rapidement que possible. Donc les objectifs de cette première partie, c'est rappeler les principales données épidémiologiques du cancer du col de l'utérus et l'enjeu de santé publique associé à son dépistage, rappeler les facteurs de risque et présenter les bénéfices et les limites du dépistage du col de l'utérus. Donc, le cancer reste un problème de santé publique majeur en Algérie et dans le monde. Le cancer du col de l'utérus, il est secondaire à une infection qui est sexuellement transmissible. C'est les papillomavirus. C'est le deuxième rang en termes d'incidence dans le monde pour les femmes après le cancer du sein, mais c'est le premier rang en termes de mortalité dans le monde. Donc, il y a une grande inégalité de répartition de l'incidence selon les pays au bénéfice des pays industrialisés. Ça veut dire que 90% des cancers du col de l'utérus, ils existent dans les pays de développement. Donc les pays industrialisés, grâce un petit peu aux vaccins, aux papillomavirus, il y a des pays, on va voir après, ils ont un petit peu réussi à éradiquer complètement le cancer du col de l'utérus chez la femme. Donc c'est un candidat idéal au dépistage par son évolution lente et l'existence de nombreuses lésions précancéreuses curables. Et on sait enfin le prévenir grâce à un vaccin dont on a démontré l'efficacité. Donc, quel est le public cible de ce dépistage? Donc, en premier lieu, c'est les professionnels de santé qui sont les médecins généralistes, les sages-femmes et les gynécologues. En deuxième, c'est les biologistes médicaux et les anatomopathologistes. C'est ça un petit peu on va voir ensemble les recommandations. Avant, le dépistage se fait par un simple frottis cervico-vaginal. Maintenant, il y a la place des biologistes médicaux, c'est à la recherche des papillomavirus qui constitue un petit peu maintenant, et la recherche du papillomavirus, maintenant, ça revient, c'est même pas le frottis, c'est en 2021, c'est un simple prélèvement urinaire. Donc, le cancer du col sur le plan épidémiologique, si vous voyez un petit peu là, c'est le 4e cancer de la femme dans le monde. Ça, c'est les statistiques de 2020. Il y a 570 000 cas déclarés en 2020. Et le taux de mortalité, c'est 260. Donc, ça veut dire que c'est plus de la moitié qui décèdent dans le cancer colorectal. 90% de cette fréquence, elle existe dans les pays en voie de développement. D'accord, si vous voyez un petit peu ici, je ne sais pas, l'Algérie. Donc là, il y a les statistiques par 100 000 habitants. Pour l'Algérie, c'est 7,3 à 15,5 cancer colorectal. L'Union nationale des registres du cancer en Algérie pour l'année 2020. Il y a 50 000 nouveaux cas, toutes localisations confondues. Et pour le cancer du
col, il y a 1390 nouveaux cas selon le registre du cancer de City. Donc là, pour l'apparition du cancer du col, donc, ça commence généralement entre 20 et 25 ans, et je peux dire 25 ans, 30 ans, c'est des statistiques. Donc ça commence à un jeune âge quand même, donc, et il commence à augmenter suivant l'âge. Et ça, on va voir, c'est dû à l'infection, c'est-à-dire l'apparition de cette infection papillomavirus qui est fréquente chez la jeune fille. Mais le risque du cancer, il augmente avec l'âge, avec un maximum entre généralement 50, 52, 53 ans. Ici, c'est les statistiques de l'État mondial, c'est 53 ans, l'âge médian du diagnostic. À 64 ans, c'est l'âge moyen de décès. Mais cette fréquence, généralement, si vous voyez un petit peu la figure, elle commence à diminuer, à régresser pour avoir un minimum de cancer du col entre 70 et 75 ans. Donc, quand même, là, il est vraiment précoce pour le cancer du col. Donc, les facteurs de risque, c'est quoi? Le papillomavirus. Donc, même en Algérie, c'est 98%. Parmi les papillomas, justement, c'est la suite que le professeur François va vous expliquer, c'est quoi, parce qu'il y a plusieurs papillomavirus. Donc, la forme, le génotype 16 et 18, donc 70%, c'est lui qui est responsable, je peux dire, le papillomavirus oncogène, qui peut causer le cancer, dans 70% des cas. Donc, l'infection papillomavirus commence avant 20 ans et au maximum avant 30 ans. C'est aussi le cancer, son facteur de risque, il y a les premiers rapports sexuels à un âge précoce, donc le mariage à un âge précoce, la multiparité, partenaires sexuels multiples et le tabagisme. Donc les papillomavirus d'une façon succincte, donc il y a plus de 200 types de génotypes papillomavirus, 40 infectent l'appareil génital. Il y a à peu près 12 papillomavirus à haut risque. C'est le génocide qu'il faut rechercher. 90% des infections sont éliminées naturellement dans les deux. Donc le papillomavirus, c'est une infection qui peut disparaître comme ça. Donc 90%, surtout chez la jeune fille, mais elle évolue d'une façon tardive et lente vers un cancer si elle n'est pas bien prise en charge pour la détecter à un âge précoce. Donc les papillomavirus sont responsables des lésions précancéreuses du cancer du col dans 100% des cas, et 70% c'est du génotype Z. Des lésions précancéreuses, donc le papilloma c'est pas seulement le cancer du col, c'est aussi le cancer de l'anus, dans 90% des cas, c'est des lésions de l'oropharynx dans 35% des cas, d'une partie des cancers de la vulve. C'est pas seulement le cancer du col, mais les autres cancers, surtout les sphères ovarèques, qui sont très précis. Donc, de l'infection au cancer, comment ça passe? Donc, vous allez voir que le cancer colorectal, c'est un cancer qui évolue lentement. Donc, on a tout le temps pour le dépister et pour le prendre en charge avant l'évolution vers le cancer proprement dit. Donc, ça commence toujours par une infection papillomavirus. Donc, ce papillomavirus, durant la première année, donc 10% seulement, cette infection a pu persister. Donc, elle est responsable de lésions précancéreuses. Et généralement, ces lésions, ils sont de bas grade, donc cervicales néoplasiques, intra-épithéliales néoplasiques de type 1. Donc, c'est des lésions de l'épithélium bactérien de bas grade, et ça peut se traiter, ça peut disparaître, je peux dire facilement. Donc, ça c'est au cours de la première année. Si l'HPV persiste comme une infection, au cours des 5 premières années, juste après l'infection, il peut développer des lésions précancéreuses de haut grade. Ça, c'est le type 2 et c'est le type 3. Ça veut dire que les 2/3, voire la totalité de l'épithélium bactérien, du cervical, de l'exocole du col externe, la face externe du col, elle est atteinte par ces lésions précancéreuses. Et si, bien sûr, à cette étape, donc, soit pour la première phase ou la deuxième phase, l'élimination, c'est-à-dire que le médecin ou la sage-femme, on peut intervenir à ce stade. Mais si on n'intervient pas à ce stade, l'évolution est fatale vers le cancer invasif du col de l'utérus. Pourquoi le dépistage entre 25 ans et 65 ans, donc le dépistage
dépistage doit être fait entre 25 ans et 65 ans. Pourquoi pas avant 25 ans? La majorité de ces lésions, ils sont spontanées et généralement, ils sont réversibles. Et un simple traitement peut rendre un petit peu la chose dans les normes. Et le taux bénéfice, je peux dire, dépistage, il n'est pas bien respecté, il est favorable. L'infection HPV, elle est fréquente, bien sûr, avant 25 ans, mais passagère dans la plupart des cas. Et le risque faible du cancer du col de l'utérus avant 25 ans, cancer d'évolution longue, entre 10 et 20 ans, pour progresser d'un stade précancéreux à un stade invasif. Pourquoi pas après 65 ans, comme diminution du risque de développer un cancer du col utérin après 65 ans, et balance toujours bénéfice-risque de dépistage et défavorable. Donc, le dépistage consiste en quoi? Donc, il y a un dépistage selon les recommandations entre 25 ans et 29 ans. Vous voyez un petit peu, il y a plusieurs types de dépistage. Donc, ce que vous connaissez, c'est la cytologie cervico-utérine, c'est-à-dire le frottis, la cytologie. Il y a le test HPV comme une deuxième technique de dépistage. Et il y a le double marquage immunocytochimique, la P16 et le KI67. Donc, pour la femme qui se trouve entre 25 ans à 29 ans, je veux dire pour des recommandations internationales dans le dépistage, on fait le choix de la cytologie. Bien sûr, si c'est possible. La cytologie, c'est quoi? C'est de rechercher s'il y a des lésions évocatrices d'une lésion du col. Donc, s'il est positif, on va aller vers le test HPV, la colposcopie ou le marquage. Ça, c'est pour la jeune fille. Maintenant, pour le dépistage entre 30 ans et 65 ans, c'est-à-dire pour la femme entre 30 ans et 65 ans, là, c'est le test HPV. Le test HPV, ça consiste à quoi? C'est la recherche de l'HPV, bien sûr, je peux dire, qui cause le cancer, un génotype bien particulier. Donc, sur deux types d'analyses. Vous allez voir après un peu sur la touche. Soit sur les frottis, l'idéal c'est d'avoir un frottis, et là, ce sera un prélèvement liquide. C'est pas comme la cytologie, mais au lieu d'acheminer, je peux dire, ce prélèvement liquide vers la pâte, il faut l'adresser vers un laboratoire de biologie à la recherche de l'HPV. Et c'est ça la nouvelle recommandation. Sinon, si on n'a pas le choix, on part vers le deuxième, c'est-à-dire qu'on fait la cytologie proprement dite. Donc, les recommandations, c'est quoi? C'est un dépistage par examen cytologique de 25 ans pour les femmes entre 25 ans et 29 ans, deux examens cytologiques à 1 an d'intervalle, puis un nouveau dépistage 3 ans plus tard si les résultats des deux premiers sont normaux. La deuxième, donc pour les femmes entre 30 ans et 65 ans, c'est la recherche de l'HPV. Un test HPV, 3 ans, on répète bien sûr, c'est le premier et normal. Et bien sûr, après, il faut le répéter tous les 5 ans. Donc, ce qu'il faut retenir de la vaccination, papillomavirus, ce sont des vaccins prophylactiques. Ils ne préviennent pas, je ne parle pas d'infection. L'efficacité de ces vaccins, c'est surtout chez la jeune fille qui n'ont pas eu un contact HPV. Et vaccin pour éviter les lésions précancéreuses, mais c'est-à-dire, c'est pas un traitement, mais il prévient, c'est une prévention primaire pour avoir le cancer. Pour le dépistage, c'est détecter des lésions précancéreuses, en prévention secondaire. Et je termine. Donc, le cancer est un problème de santé publique majeur en Algérie, dans le monde. Le cancer du col occupe le 3e rang des cancers féminins après celui du sein et le cancer colorectal. L'amélioration des conditions d'hygiène de vie, le test des papillomavirus et les tests cytologiques par frottis vont entraîner la chute de l'incidence et la mortalité des cancers du col dans les pays industrialisés. Ça, c'est dans les... Mais ça reste toujours un problème de santé publique énorme dans les pays comme l'Algérie. La meilleure prise en charge actuelle du cancer consiste à vacciner avant l'âge des premiers rapports sexuels et cette vaccination doit être obligatoirement accompagnée par une infestation frottis dès le premier rapport sexuel. C'est ça, le virus dont on a parlé avec le professeur Amran. Tout de suite, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, je tiens à remercier le professeur Amran qui a introduit les données biologiques. C'est des données à méditer et à considérer parce que ce sont des données très très importantes dont
compréhension de ce qui va se dire. Donc, la répartition du cancer du col est inégale. Vous voyez que la majorité des cancers surviennent en bas du globe, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement. Les facteurs de risque les plus importants sont d'abord le virus et le manque de dépistage. Vous savez qu'en Algérie, il y a environ 10% de femmes qui subissent le frottis cervico-genital. Donc 90% disparaissent ou ne font pas partie de ce diagnostic très très important. On fait une comparaison entre pays développés et pays en voie de développement. Vous voyez le col du virus dans les pays en voie de développement, il est très très bas par rapport dans les pays en voie de développement. Donc je passe pour parler de l'expérience personnelle avec les cas de cancer. Donc, ça c'est une étude qui a été faite à l'Institut Pasteur à Alger, où nous avons suivi environ 700 femmes qui étaient réparties en femmes atteintes de cancer du col de l'utérus avérées et des lésions précancéreuses, c'est-à-dire des lésions qui précèdent ce cancer, les cas d'ascus, c'est-à-dire des atypies à signification indéterminée, et bien sûr, il faut tout ça les comparer à des cols normaux. Donc, tous ces échantillons ont été étudiés pour voir la comparaison entre les tests HPV et la cytologie, voir la performance du test HPV toujours dans les différentes techniques utilisées, et enfin le génotypage qui est très très important pour dire que si c'est un HPV méchant ou pas méchant. Bien sûr, la charge virale joue aussi un rôle très très important dans la détermination de l'évolution du cancer. Donc là, tout de suite, on voit la répartition des femmes normales, de bas grade, ascus et haut grade. C'est-à-dire là, on va expliquer au grade, c'est les cancers et les cancers in situ. Donc, cette couleur foncée, elle représente les génotypes d'HPV bas risque, c'est-à-dire surtout 11 et 16, 11 et 6. Et en rose, là, ce sont les virus de haut risque, c'est-à-dire des virus qui sont capables de transformer les cellules du col et provoquer le cancer du col. Donc, vous voyez qu'avec l'évolution, les HPV de bas risque diminuent avec l'évolution du cancer, alors que les HPV de haut risque vont augmenter. C'est l'intérêt pour lequel on doit rechercher ces HPV de haut risque. Pour la performance des tests utilisés, on a utilisé deux tests, le test PCR et le test d'hybridation capture. Alors, on va donner les caractéristiques de ces tests. Le test HPV est un test sensible à environ 90%. La cytologie, elle est à 67%. C'est pour vous dire que la cytologie laisse passer plus de 30% des cancers. C'est très important. Par contre, la spécificité, elle est meilleure pour la cytologie parce que même si une femme est infectée par le HPV, ce n'est pas nécessairement qu'elle va développer un cancer. Et là, on compare les tests HPV par rapport à la cytologie. Donc, en rouge, c'est la sensibilité et en vert, c'est la spécificité. Et vous allez comprendre que pour
faire un diagnostic fiable, il faut utiliser les deux tests, c'est-à-dire la cytologie et le test HPV. Le test HPV s'est avéré très intéressant aussi pour les cas ASCUS, c'est-à-dire acidification indéterminée, que dans ces cas indéterminés, on trouve aussi des HPV à haut risque qui peuvent évoluer vers le cancer. La charge virale est très importante aussi. Si vous avez une charge virale très élevée, c'est qu'on est en face d'un cancer, peut-être avec des métastases. Parmi les HPV qui ont été le plus retrouvés en Algérie, le premier c'est l'HPV 16. Il représente environ 51%. Il est suivi par l'HPV 18. Et les deux vont représenter environ 73%. C'est-à-dire que ce sont les HPV les plus dangereux, les plus retrouvés en Algérie et dans le monde entier. Le génotypage maintenant, parce qu'il est très important, on a dit qu'il y a des génotypes haut risque, des génotypes bas risque. On le fait par une technique qui s'appelle l'Inolipa. C'est une technique qui utilise des bandelettes qu'on utilise soit sur des produits de PCR ou sur des prélèvements d'urine, tout simplement. Et c'est ce qui fait la simplicité de ce test et qui est très important. Tout ça c'est technique, le génotypage, le séquençage, etc. Je passe pour les phénomènes moléculaires. Donc je termine avec le suivi maintenant, les recommandations. Donc on a dit qu'il faut utiliser les deux tests, c'est-à-dire le FCU, le frottis cervico-vaginal, et le test HPV. Si l'HPV 16 et 18 ont été détectés, donc on passe à la colposcopie, parce que la femme court un risque très important de développer un cancer. Si ces deux virus sont négatifs, donc il faut refaire un frottis et un HPV une année après. Si les deux tests sont négatifs, on rassure la femme. Si bien sûr c'est positif, on va mettre la colposcopie. Et je vous remercie. Et selon ses oreilles instables. Elle rapporte des difficultés dans un mouvement, un sommeil non récupérateur, des troubles de concentration avec un risque élevé d'accidents du travail, surtout les accidents exposants au temps. Comme objectif dans notre étude, comme objectif principal, donc, identifier les modifications du mode de vie des étudiants sages-femmes liées à leur formation et comme un objectif secondaire, c'est déterminer la prévalence des troubles du sommeil chez cette population. Donc, c'est une étude épidémiologique descriptive qui a intéressé 108 étudiantes sages-femmes de l'Institut paramédical de Sétif avec un questionnaire administré. On a utilisé le questionnaire de Pittsburgh. Ce questionnaire, c'est pour évaluer la qualité du sommeil. Donc, comme résultat, les caractéristiques de notre population, l'âge moyen il est de 21 ans, plus ou moins 1 an, avec des extrêmes allant de 19 jusqu'à 24 ans. L'IMC moyen de nos étudiantes est de 22 avec plus ou moins 3 kg par mètre carré, avec des extrêmes allant de 16 jusqu'au 29 kg par
avec une durée de plus de 3 ans, allant d'une année jusqu'à 10 ans. Comme résultat, on a trouvé que plus de 50% de nos étudiants sages-femmes ont des antécédents personnels médicaux. Donc, plus de 47,4%